Bonjour à tous et bienvenue pour ma première vidéo. Je m'appelle Oussama Jabari, je suis ingénieur développeur full stack senior en Python et JavaScript. Et dans cette vidéo, on va parler de Time Series Database. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Dans cette vidéo, on va d'abord expliquer ce que c'est qu'une Time Series Database. On va les comparer à des bases de données relationnelles de type PostgreSQL ou MySQL. On va voir quels sont leurs avantages en termes de requêtes, en termes d'optimisation de l'espace de stockage, et surtout, on va voir qu'elles vont nous être très utiles lorsqu'on va faire de l'observabilité, de l'alerting de nos infrastructures. Et pour illustrer tout ça, on va utiliser deux bases de données. Donc la première, c'est InfluxDB et la deuxième, c'est Prometheus. Alors, qu'est-ce qu'une Time Series Database ? Eh bien, tout simplement, ça va être une valeur qu'on va mesurer associée à une date et une heure. Là, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, lorsque vous faites de l'IoT, vous allez peut-être avoir un capteur qui va mesurer la température et l'humidité dans une pièce. Et toutes ces valeurs, vous allez les mesurer chaque seconde, chaque minute. Et donc, vous allez avoir une valeur associée à une date et une heure. Un autre exemple, c'est tout ce qui est cours de la bourse, cours des crypto-monnaies. Ça, c'est de la même manière, ça va être des valeurs d'une certaine monnaie par heure, par seconde, par minute. Un autre exemple également, c'est tout ce qui est application dans le domaine de la santé. Vous allez peut-être avoir un capteur, par exemple, qui va mesurer les différentes constantes d'une personne, comme le rythme cardiaque, le rythme cardio-respiratoire, la tension, etc. Donc tout ça, ça va être des valeurs que vous allez collecter et qui vont être associées à chaque fois à une date et une heure. Et donc les Time Series Database vont être vraiment adaptées pour ça. Vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais tout ça, en fait, je peux déjà le faire avec une base de données de type PostgreSQL ou MySQL. Je peux déjà avoir une colonne date et heure, ce qu'on appelle un timestamp. Et je peux aussi avoir une autre colonne avec la mesure en question, par exemple la température et l'humidité. Oui, c'est vrai, vous pourrez le faire, mais ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'il y a quand même pas mal d'avantages à avoir une Time Series Database, notamment en termes d'optimisation des requêtes. Donc avec une Time Series Database, vous allez pouvoir faire des requêtes optimisées et qui sont plus faciles à écrire. Et un troisième avantage, c'est en termes de monitoring et d'alerting. Les Time Series sont bien adaptés pour ça. On va pouvoir facilement monitorer nos systèmes et créer des alarmes pour monitorer tout un tas de paramètres de nos systèmes et de nos infrastructures. C'est ce qu'on va voir juste après. Ok, donc on va tester InfluxDB que j'ai installé sur ma machine. Donc je me log. Donc InfluxDB, c'est une database Time Series. Et la première chose qu'on va faire, c'est de créer un bucket. Un bucket, c'est une sorte de répertoire dans lequel on va mettre des données à l'intérieur. Donc là, j'en avais déjà créé un qui s'appelle test. Je vais en créer un deuxième que je vais appeler test2. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut choisir quand est-ce que InfluxDB va effacer les données au fur et à mesure du temps. Donc on peut choisir de ne jamais les effacer ou lui dire de les effacer, par exemple, au bout de 30 jours, au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, etc. Et donc là, on voit déjà que c'est assez optimisé pour pouvoir nous permettre de contenir l'espace de stockage de nos données, de toujours être en contrôle de notre espace de stockage. On peut lui dire, au bout de 3 ans de données, tu m'effaces les plus anciennes données. Donc pour l'instant, on va rester sur Never. On crée notre bucket. Ah, pardon, il y en avait déjà un qui existait. Donc je vais effacer, je vais refaire, créer bucket, test2, voilà, je crée mon bucket. Et la deuxième chose à faire, c'est d'ajouter des données. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens, on peut le faire soit à la main, soit en uploadant un fichier CSV ou en le faisant par API. Donc je vais d'abord tester manuellement, donc avec ce line protocol, je clique sur Enter Manually, et là je vais aller dans la doc et j'ai déjà ces données-là qui me sont fournies dans la doc. La doc est assez bien faite. Et j'ai plus qu'à les rentrer ici. Je vais lui préciser que la précision c'est des secondes. Et je fais Write Data.
Voilà, les données ont été ajoutées dans mon bucket. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est explorer les données de mon bucket et visualiser tout ça. Donc pour l'instant, je ne vois rien. Donc là, j'ai cliqué sur test 2. C'est normal parce que la fenêtre que j'ai choisie, c'était la dernière heure, alors que là, les données concernent le 1er janvier 2021. Donc je vais sélectionner Custom Time Range et je vais mettre 2021, 1er janvier. Voilà. Et ça va jusqu'au... on va mettre jusqu'au 2 janvier. C'est parti. Apply Time Range. Alors, pardon, je m'étais trompé. On voit rien parce que c'était pas 2021, mais 2022 qu'il fallait mettre. Donc je recommence. Tac, voilà. Là, on devrait avoir... Voilà, là, je peux sélectionner... Home, c'est le nom de la mesure. Donc je clique dessus. Je fais Submit. Et là, j'ai mes différentes mesures que je peux observer. Donc, on a la température, l'humidité et Co, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une troisième mesure. Et aussi, on a des tags qui sont associés à ces mesures. Par exemple, si je sélectionne l'humidité, la température, je peux sélectionner la température dans le salon ou dans la cuisine. Et je fais Submit. Ok, donc ça c'était un premier exemple manuel. Maintenant, on va s'intéresser à l'API pour pouvoir mettre dans le bucket beaucoup plus de données. Donc je vais recréer d'abord un bucket que je vais appeler test 3. Et on va aller voir tout de suite le code que j'ai créé. Voilà, donc dans PyCharm. Donc ce que j'ai fait pour tester en fait, c'est que j'ai créé 3 mesures, je vais appeler mesure 1, mesure 2, mesure 3, que j'ai rempli avec un random walk. Un random walk, c'est tout simplement un tirage aléatoire et la donnée va fluctuer aléatoirement et va ressembler à une sorte de mesure, mais tout ça, ça va être assez aléatoire. Et ensuite, donc, je vais partir d'une date de départ de il y a 30 jours jusqu'à aujourd'hui et on va créer des données toutes les secondes. Toutes les secondes, on va boucler et on va ajouter une donnée toutes les secondes et ça va nous créer des millions de mesures. Et on va aller écrire ça soit dans InfluxDB, enfin soit dans les deux, dans InfluxDB et dans PostgreSQL. Et bien sûr, on ne va pas faire ça ligne par ligne, mais on va faire ça par batch 2000. Parce que si vous faites ça ligne par ligne, ça va vous prendre des plombes et ça va être très très long. Donc là, on va faire ça par batch 2000. Et on va regarder le code tout de suite de ce InfluxDB. C'est tout simplement, on va utiliser une librairie InfluxDB client avec laquelle on va créer un client, on va créer un objet write API et tout simplement on va créer des points, on va donner le nom de la mesure, les différents champs, donc ça c'est les tags que vous avez vus tout à l'heure, et la valeur qui va nous intéresser c'est le datetime. Et on va faire la même chose avec PostgreSQL-DB. Donc là, j'ai créé une table qui s'appelle Measurement. De la même manière avec 3 champs, field 1, field 2 et field 3. Donc là, on utilise la librairie SQL Alchemy. On crée un engine, on lui dit de créer la table. Et on a cette fonction qui ressemble un peu à l'autre dans laquelle on va créer une session. Et avec un session execute, on va faire un insert de batch dans lequel on va avoir une liste de 1000 mesures et ensuite on va committer cette session. Donc c'est parti, je vais exécuter ça. Ok, donc là c'est en train d'écrire les données par batch. Ok, donc là on a l'enregistrement qui est terminé. On a enregistré plus de 2,5 millions de mesures. Et juste, j'ai dû le relancer entre temps parce que pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez remarqué qu'il y avait test alors que c'était test 3 dans le bucket dans lequel on voulait enregistrer. Donc là, c'est bon, nos données sont prêtes. Donc on va aller regarder tout ça dans InfluxDB. Donc toujours dans Explorer. Donc je clique sur test 3 et cette fois-ci, on avait dit que c'était le dernier mois. Past 30 days. Je peux cliquer sur ma mesure, je fais Submit. Et là, j'ai mes 3 random walk qui s'affichent.
Ok, du coup, maintenant qu'on a nos données prêtes dans le bucket, on va avoir envie de faire ce qu'on appelle des requêtes d'agrégation. Donc, imaginons par exemple que vous ayez un capteur qui vous enregistre la température toutes les secondes. Ce que vous allez avoir envie de faire, par exemple, c'est de demander la moyenne de la température par heure ou par jour, parce que toutes les secondes, c'est un peu trop précis. Et donc, pour ça, on va faire des requêtes d'agrégation où on va lui dire donne-moi pour chaque fenêtre horaire, chaque heure, donne-moi la température qu'il a fait, fais-moi la moyenne. Alors, juste là pour info, j'ai un quatrième bucket ici, parce que j'ai déjà fait pas mal de tests avec test 3. Et en fait, j'aimerais mesurer le temps des requêtes. Et sur test 3, comme j'ai déjà fait pas mal de tests, j'ai peur qu'il y ait des caches et que les requêtes soient artificiellement plus rapides. Donc j'aimerais partir sur un nouveau bucket. Mais c'est la même quantité de données qu'il y a dedans. Donc comme tout à l'heure, je clique dessus. Je clique sur Measurement. Et je clique sur Submit. Et là, par défaut, en fait, si vous regardez ici, il y a déjà une fonction d'agrégation qui est cochée, qui est la moyenne. Et la fenêtre, c'est 1 heure. Donc je clique sur Submit. Et vous voyez que là, il m'a calculé, si on zoome, je peux cliquer ici sur View Raw Data. Toutes les heures, il m'a calculé la moyenne des températures. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, vous avez vu, c'est la raison pour laquelle ça s'est affiché assez vite. Et donc là, on a la moyenne des températures par heure et on voit que la requête s'est exécutée en 0,12 secondes. Je vais essayer de faire la même chose avec PostgreSQL. D'abord, je voulais vous montrer la requête avec InfluxDB. Donc là, on peut le faire soit graphiquement ici en cochant les fonctions d'agrégation dont on veut et la window. Donc c'est vraiment assez facile, assez intuitif. Sinon, on a un script editor qui nous permet de faire ça à la main. Je vais vous montrer l'équivalent que j'ai réussi à faire avec PostgreSQL. Donc, PostgreSQL, déjà, comparé à cette requête-là, moi je ne sais pas vous, mais là je la trouve vraiment très intuitive et directe. Il suffit de sélectionner le range, le filter, bon ça c'est comme le where dans PostgreSQL. Mais surtout, il suffit de dire « Ok, je veux une aggregate window de 1 heure et je veux calculer la moyenne. » Fin de l'histoire. Et je trouve ça super simple et super intuitif d'écrire des requêtes comme ça. Ces requêtes-là, vous pouvez les mettre dans cette interface graphique, mais vous pouvez aussi les requêter par API. Et donc, ce que je disais, c'est que pour faire la même chose avec PostgreSQL, c'est beaucoup plus compliqué et moins intuitif. Je n'ai pas encore vraiment testé le temps que ça va prendre à exécuter, on va voir ça juste après. Mais déjà, juste pour écrire la requête, il faut passer par plusieurs étapes. Il faut créer une série intermédiaire dans laquelle vous donnez la date de début et la date de fin. Vous créez une autre table dans laquelle pour chacune de ces dates, vous mettez la date de début puis la date 1 heure après. Vous multipliez la cardinalité de chaque mesure par toutes ces dates-là, mais vous gardez pour chaque mesure qui appartient à une fenêtre de 1 heure. Vous les groupez par date et vous calculez la moyenne. Bref, j'ai trouvé cet exemple sur Stack Overflow et j'ai vraiment mis du temps à comprendre. Déjà, juste là, sur la manière d'écrire des requêtes, vous voyez que c'est pas aussi adapté qu'une base de données vraiment faite pour les séries chronologiques comme InfluxDB. Donc là, je vais la prendre, je vais l'exécuter. Donc là, je lui demande en gros de me calculer la moyenne des 3 mesures par heure. C'est parti. Voilà, donc là, il m'a calculé et ça m'a pris 836 millisecondes. Alors que là, ça m'avait pris 120 millisecondes. Ok, donc c'est encore un petit exemple, c'est pas vraiment significatif, mais vous voyez déjà qu'il y a un rapport de 1 à 7, 1 à 8, juste pour cette petite requête-là. Donc là, on voit qu'il y a un gros point, un gros avantage pour InfluxDB qui, là, pour le coup, est vraiment optimisé pour calculer des requêtes d'agrégation avec des fenêtres bien précises. Donc c'était vraiment pratique, vraiment intuitif de faire des requêtes d'agrégation avec InfluxDB. On peut essayer d'en faire d'autres avec le Query Builder. D'ailleurs, la doc est assez complète et il y a plein d'exemples.
Là, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez par exemple calculer le max, le min, des dérivés, le count, first, last. Il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire de manière assez simple et qui vont vous permettre vraiment d'extraire de l'information de vos données, en plus de faire ce qu'on appelle du downsampling, et ça on va le voir juste après, ce qui va vous permettre de gagner de l'espace de stockage vraiment très facilement. Donc on va s'intéresser à présent à l'espace disque que vont prendre nos données. Donc on va partir dans le terminal. Je vais faire un \d+ dans PostgreSQL. Donc j'ai une table, c'est la table measurement, et elle prend 164 MB. Je vais essayer de regarder aussi quel est l'espace pris par mon bucket InfluxDB. Et ça se passe dans de mémoire /varlib InfluxDB engine data. Donc je fais un du-h. Et là, on voit que ce répertoire data prend 48 mégas. Donc j'ai effacé les autres buckets, il me reste que test4 en gros. Donc là, on peut voir que avec InfluxDB, on a 48 mégas de données contre 164 mégas pour PostgreSQL. Donc on voit qu'on a un rapport de 1 à 3. Encore un autre point, encore un autre avantage pour InfluxDB qui prend un tiers de taille que ce que prend PostgreSQL. Alors évidemment, là, je n'ai pas optimisé PostgreSQL. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres engines, peut-être d'autres structures de table qui permettent d'optimiser la taille spécialement pour ce use case-là. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà par défaut, j'ai configuré ni l'un ni l'autre spécialement. Et donc là, on voit que InfluxDB est beaucoup plus optimisé en ce qui concerne le stockage de séries chronologiques. Une autre méthode pour gagner énormément en espace disque, c'est de faire ce qu'on appelle du downsampling. Alors du downsampling, c'est quoi? C'est réduire le nombre de données qu'on a dans notre time series. Par exemple, on va créer une tâche pour dire tous les mois, tu vas t'exécuter, ou toutes les semaines, tu vas t'exécuter. Tu vas prendre les données du dernier mois, tu vas calculer la moyenne par fenêtre d'une heure et tu vas mettre ça dans un nouveau bucket. Et donc le nouveau bucket va contenir des données, une donnée par heure. Alors que là, dans notre bucket de départ, on a une donnée par seconde. Donc on va diviser le nombre de données par 3600. Et donc ça va nous permettre de réduire énormément la quantité de données stockées sur le disque. On va pouvoir avoir une stratégie où on aura deux buckets. Un premier bucket de départ qui va contenir par exemple les données très précises du dernier mois. Et on va avoir un deuxième bucket qui va contenir les données des 5 dernières années, mais avec beaucoup moins de données. Chaque donnée sera la moyenne par fenêtre de 1 heure des données du premier bucket. Donc on aura beaucoup moins de données. Et donc pour faire tout ça, on va faire avec InfluxDB, on va créer une tâche. Donc là c'est parti. Donc là j'ai mon premier bucket test4. Je vais en créer un deuxième que je vais appeler test4 down sampled. Et c'est ce deuxième bucket qui va contenir mes données downsamplées. Donc je crée une task. Je clique sur Create Task. Je vais lui dire donc normalement on va lui dire de s'exécuter par exemple toutes les semaines. Mais là, pour avoir les résultats plus rapidement, je vais lui dire de s'exécuter toutes les 5 minutes. Je prends mon code que je mets ici. Et là, je lui dis donc, je définis la donnée de départ. La donnée de départ, c'est dans le bucket test4. Ma donnée de départ, c'est, je lui dis, considère les données sur le dernier mois. Tu me prends la mesure qui s'appelle measurement et la donnée d'arrivée, tu vas me la mettre dans test4 downsampled et tu vas calculer la moyenne pour chaque fenêtre de 1 heure. Et donc ça va s'exécuter toutes les 5 minutes. Et donc on va avoir grâce à ça un deuxième bucket qui va être beaucoup plus petit. Il faut que je lui donne un nom. Test4 downsampled. C'est parti et je fais save. Alors, il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc c'est parti. On clique sur Save. Voilà, donc là, la task s'est exécutée.
et elle s'est déjà exécutée une première fois. Donc si on regarde, si on clique dessus, non, elle n'a pas encore tourné. Donc là, elle va tourner normalement à 12h20. Ok, donc là, la tâche devrait avoir tourné. Je recharge. Et elle est exécutée avec un statut success. Donc on va aller voir dans l'Explorer. Et là, on a notre test 4 downsample qu'on a créé. Et on a bien des données dedans. Alors je vais prendre les données du dernier mois par exemple. Pas besoin cette fois-ci de mettre de fonction d'agrégation. Je peux l'enlever. Je soumets et on voit qu'il y a beaucoup moins de données que dans mon premier bucket. Si je clique sur View Raw Data, je peux voir que j'ai une donnée par heure. Donc on a réduit significativement le nombre de données qu'il y avait à l'origine dans test 4. Donc on a deux buckets. Un bucket qui va contenir beaucoup de données dans lequel on va stocker les données les plus récentes et un deuxième bucket qui va nous servir d'historique. Donc pour conclure sur le stockage, déjà on a vu que les données prenaient de base moins de place qu'une donnée de type PostgreSQL sans optimisation particulière. Et ensuite on a deux stratégies pour contenir la taille de nos données. C'est d'abord mettre une durée de rétention maximum sur nos buckets, par exemple 30 jours, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Et la deuxième, c'est de faire du downsampling, ce qui nous permet de réduire énormément la taille de données qu'on va stocker sur nos buckets, et ça de manière très facile. Ok, donc une autre facette que je voulais vous montrer concernant les Time Series Database, c'est tout ce qui concerne le monitoring et l'alerting, et notamment on va illustrer ça avec Prometheus et Grafana, qui sont deux outils assez puissants et qui vont nous permettre de faire ça assez simplement. Donc là sur le site de Prometheus, on a ce schéma qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait tout part de différents exporteurs qu'on va installer. Les exporteurs, ce sont des outils qui vont exporter, comme le nom l'indique, certaines données, certaines métriques. Et Prometheus Server va aller scraper ces données-là régulièrement, toutes les 5 secondes par exemple, pour les enregistrer dans sa base de données locale. Et ensuite, on va aller dire à Grafana de lire ces données-là, de prendre Prometheus comme data source et d'afficher ça avec des jolis dashboards qui vont nous permettre de monitorer et de voir tout ce qui se passe dans notre système. Donc c'est parti. Donc au niveau des exporteurs, vous allez voir qu'il y en a déjà pas mal qui existent, qu'on peut utiliser déjà tels quels. On peut bien sûr développer les nôtres pour nos propres besoins, mais déjà on peut déjà en utiliser. Et on va faire le test avec deux exporteurs, déjà le Node Exporter, et on va faire un petit test aussi avec le PostgreSQL Exporter qui va nous permettre de visualiser ce qui se passe dans PostgreSQL. Alors, le Node Exporter, on va voir ça tout de suite, c'est quelque chose qui va nous permettre de visualiser les métriques de notre système, donc l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque, etc. Vous allez voir que c'est assez simple à utiliser. Une fois qu'on aura fait ça, on va installer Grafana et on va installer également, il y aura tout un tas de dashboards déjà disponibles qui vont nous permettre, qui fonctionnent de pair avec ces exporteurs-là et qui vont nous permettre d'afficher et d'avoir des données et des visualisations très intéressantes de ces exporteurs-là. Donc on part dans le terminal, donc je fais CTRL-C, je recommence depuis le début. Alors, j'ai déjà téléchargé les paquets Grafana, Node Explorer et Prometheus. Donc je vais passer un petit peu plus vite. Donc la première chose que je vais faire, c'est démarrer le Node Exporter. Et vous allez voir que ça se fait assez simplement. Il suffit de le démarrer en lui disant ton port, ça va être 80-80. Donc j'ai démarré mon Node Exporter. Ensuite, je vais démarrer Prometheus. Et dans son fichier de configuration, je vais lui dire tu vas écouter sur le port 80-80, tu vas avoir le Node Exporter et tu vas le scraper toutes les 5 secondes. Vous voyez que c'est assez simple à configurer. Je le démarre. Et donc déjà en faisant la première étape, vous voyez que si je vais sur le port localhost 80-80, j'ai ce Node Exporter qui m'affiche tout un tas de métriques. Et donc Prometheus, lui, va aller lire
cette URL-là toutes les 5 secondes pour aller récupérer des données et les stocker dans sa base de données. Donc une fois que j'ai démarré Node Exporter et Prometheus, ce que je peux faire, c'est déjà aller dans l'interface de Prometheus, qui contient déjà une première interface où on peut déjà faire quelques requêtes pour aller afficher quelques courbes. Donc là, par exemple, j'affiche le node CPU seconde totale, enfin la moyenne par job, instance et node, et ça me permet déjà d'afficher quelques courbes. Mais on ne va pas s'arrêter là. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment d'aller voir avec Grafana des dashboards. Donc là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai déjà installé Grafana. Ça s'est fait avec quelques commandes que j'ai trouvées sur le site de Grafana. Ça s'est fait assez rapidement. Donc on peut le faire soit avec des commandes comme ça, mais bien évidemment, on peut le faire aussi avec des images Docker. Et c'est tout aussi rapide de l'installer. Donc là, j'ai mon serveur Grafana qui tourne. Et je vais me connecter à Grafana. Donc Grafana, je me suis connecté dessus. Et la première chose que je vais faire, c'est je vais ajouter une data source. Une data source, c'est pour aller chercher les informations dans Prometheus. Donc c'est parti, je clique dessus. J'ai plusieurs data sources de disponibles. On voit qu'il y a InfluxDB, donc on peut aussi récupérer les informations de la base de données InfluxDB. Mais moi, je vais récupérer les informations de Prometheus. Alors, voilà, donc je clique, je l'avais déjà fait, donc je peux... mon Prometheus est disponible sur localhost 9090. Par défaut, j'ai pas mis d'authentification. Je fais Save and Test, donc c'est bon, il est bien configuré. Donc là, à partir de maintenant, Grafana est capable d'aller chercher les informations qu'il y a dans Prometheus. La deuxième chose à faire, c'est d'aller configurer un dashboard. Donc on peut soit en créer nous-mêmes, soit il y a déjà toute une liste de dashboards déjà prêtes à être utilisées. Par exemple, le Node Exporter Full, c'est celui qu'on va utiliser maintenant. Il y en a d'autres pour aller visualiser les exporteurs de RabbitMQ qui existent aussi déjà. Il y a vraiment tout un tas d'exporteurs et de dashboards qui sont prêts à être utilisés et qui nous permettent de monitorer nos systèmes. Donc je clique sur Node Exporter Full. Donc il y a plein de manières de l'installer. Et la plus simple, c'est juste de récupérer son ID. Là, je l'ai copié. Et je vais dans Dashboard. Je clique sur New, Import. Et là, je fais CTRL-V, Load. Donc là, il a reconnu que c'était le Node Exporter Full. Et j'ai plus qu'à lui dire quelle est sa source de données. Donc je clique dessus. C'est celle que j'ai configurée juste avant. Et je clique sur Prometheus. Donc là, il va aller chercher dans Prometheus les informations et les afficher dans ce dashboard-là. Donc je clique sur Import et voilà. Franchement, j'ai pas eu grand-chose à faire et en quelques clics, en quelques commandes, j'ai déjà ce dashboard-là qui contient énormément d'informations sur ma machine. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez installer sur vos serveurs en production qui vont vous permettre d'avoir un glimpse, une visualisation rapide de plusieurs données de votre machine. Donc là, on peut voir l'utilisation du CPU, l'utilisation de la RAM, l'utilisation de votre espace disque. Ça doit être un peu plus bas ici. Et donc, vous allez pouvoir contrôler et voir vraiment ce qui se passe dans votre machine lorsqu'il y a, au moment où il y aura un problème. Vous pouvez voir l'utilisation du réseau. On va cliquer dessus. Alors, le trafic réseau, par exemple, c'est ici. Vous allez pouvoir voir, enfin, c'est vraiment très très complet. Je voulais voir aussi les I/O. Alors, attendez, je vais refermer celui-là. Storage disk. Voilà, donc vous pouvez voir tous les I/O qui sont faits sur votre disque dur. Donc, lorsqu'il y a un problème, cet exporteur-là est vraiment très très simple à utiliser et vous donne tout un tas d'informations que vous pouvez monitorer en production. Donc, un deuxième exemple d'exporteur et de dashboard qu'on peut installer facilement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, celui pour visualiser PostgreSQL. Donc, on retourne dans les dashboards Grafana et on cherche des dashboards pour PostgreSQL. Il y en a quelques-uns qui existent, il y en a même plusieurs. Donc je vais prendre le premier.
Et donc ça, c'est le dashboard, mais avant ça, il faut d'abord installer l'exporteur. Et l'exporteur, on peut le démarrer simplement avec cette commande docker run. C'est ce que j'ai fait ici. Donc là, j'ai démarré l'exporteur. Donc il me met une petite erreur, mais c'est pas grave. Par défaut, je lui ai pas donné de fichier de configuration. Je lui ai dit de démarrer avec les options par défaut. Et donc là, il a démarré sur le port 9187. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à Prometheus, je l'ai configuré pour lui dire d'aller chercher, d'aller scraper cette URL 9187. Donc je le relance. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que si on affiche 9187, on voit déjà que l'exporteur fonctionne déjà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher, on va aller installer ce dashboard là. Donc je récupère l'ID du dashboard. Je vais dans Grafana, je fais New Import et là, je mets mon ID de dashboard. Et comme tout à l'heure, je lui dis d'aller chercher les informations dans la source Prometheus. J'importe et on a déjà ce dashboard qui s'affiche avec tout un tas d'informations. Donc là, j'ai fait tourner un petit peu mon PostgreSQL, j'ai lancé quelques scripts pour faire quelques transactions. Et on voit qu'on peut faire déjà pas mal de choses et visualiser pas mal de choses avec ce dashboard. Et encore une fois, ça m'a pris quelques clics, c'est vraiment facile à faire. On peut voir le CPU qui est utilisé par Postgre, la mémoire qui est utilisée, le nombre de file descriptors. On peut voir le nombre de transactions par seconde, par minute. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est, bon là j'en ai pas, mais ça va vous être utile en debug en production de voir le nombre de conflits, de deadlock, les tables qui sont loquées, tout ça quand vous allez être sur une grosse base de données qui va être énormément accédée, ça va être très utile. Le nombre de cache hits, il y a tout un tas d'informations qui vont vous permettre de jeter un coup d'œil lorsqu'il va y avoir des problèmes en production, le nombre de sessions actives, etc., etc. Donc ça, c'est encore un dashboard très intéressant, et des dashboards comme ça, il y en a plein que vous pouvez installer pour RabbitMQ, toutes vos bases de données, plein de services. Il y a pas mal d'exporteurs et de dashboards correspondants qui existent déjà et que vous pouvez utiliser. Enfin, concernant les exporteurs et les dashboards, il est possible de créer ses propres exporteurs, notamment pour monitorer son propre applicatif, son propre système. Par exemple, vous pouvez exporter, je ne sais pas moi, le nombre de fois que c'est connecté un client. Vous pouvez exporter le nombre de fois que les personnes se sont connectées à telle page, telle page. Si vous développez une API, vous pouvez exporter la durée qu'a pris votre serveur à répondre. Donc ça, vous pouvez ensuite avoir quelques courbes très intéressantes, et vous pouvez voir si ça a pris 200 millisecondes en moyenne et que d'un seul coup ça s'est mis à prendre plusieurs secondes. Vous allez voir des courbes qui vont changer, et ça va être des informations très utiles pour débugger vos systèmes. Une autre information très utile à mettre en place, et que je mettrai en place je pense assez rapidement si je commençais une nouvelle infra, c'est de catcher les exceptions. Donc vous catchez vos exceptions, et à chaque fois que vous capturez une exception, vous incrémentez un compteur dans Prometheus, et ensuite vous affichez ça avec Grafana. Et là pareil, vous pourrez corréler ça avec des problèmes qui auraient eu en production remontés par le support. Vous pouvez voir qu'à telle heure il y a eu certaines exceptions, et c'est vraiment assez puissant. Et ensuite, à partir de ces données-là, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que vous pouvez configurer des alertes, et donc vous pouvez avec Prometheus capturer toutes les alertes qu'il y a eu dans votre code, et ensuite vous pouvez vous configurer des alertes et recevoir des alertes dans Slack par exemple lorsque vous avez des exceptions qui se déclenchent dans votre code. Et donc pour faire tout ça, il y a pas mal de clients dans pas mal de langages qui existent, et c'est assez facile d'exposer pas mal de types de données différents, des compteurs, des gauges, des histogrammes, des données avec des labels, etc. Donc n'hésitez pas à les utiliser pour vraiment comprendre ce qui se passe dans votre système au niveau applicatif. Il y a les dashboards déjà existants, mais il y a aussi tout un tas de données que vous pouvez
de données métiers que vous pouvez exporter. Et avec ça, vous pouvez avoir pas mal de graphes sympas qui vont vous permettre d'avoir des insights et de comprendre ce qui se passe dans votre système. Ok, donc on arrive à la dernière partie de cette vidéo dans laquelle on va avoir les alarmes qu'on peut déclencher à partir des données qu'on a récoltées. Donc il y a deux moyens de déclencher des alarmes ou des alertes. Le premier, c'est avec Alert Manager, qui est l'outil qui est fourni entre guillemets avec Prometheus. Et le deuxième, c'est directement avec Grafana lui-même qui contient un outil d'alerting. Et de ce que j'ai compris, l'outil de Grafana est plus user-friendly, donc on va voir rapidement comment cela fonctionne avec Grafana. Donc c'est parti, on est dans Grafana. On a ici le menu sur la gauche pour générer nos alertes. Et le plus simple, c'est de partir d'un dashboard existant et d'une métrique existante. Alors par exemple, on peut vouloir créer une alerte lorsque le CPU de notre serveur dépasse 80% ou lorsque le disk space usage dépasse 80%. Donc là, on va créer une alarme sur cette métrique-là. Donc on va dans Edit et là, on clique sur Alert, New Alert Rule. Et donc on va partir sur cette mesure-là, donc sur cette métrique-là qui est avec laquelle on a déjà la formule. Et donc là, la première étape est déjà définie. Ensuite, donc ça c'est l'étape A. Ensuite, on a déjà plusieurs étapes qui sont déjà pré-remplies pour nous. On a l'étape B qui prend la dernière valeur, la last value de cette métrique-là. Et ensuite, on définit un threshold, donc c'est l'étape C. Donc on dit, là c'est l'étape B, on dit qu'elle prend en input l'étape A. Et l'étape C, elle prend en input l'étape B. Donc on va définir un threshold sur la last value. Et on va lui dire que ça doit se déclencher à partir de 80%. Ensuite, on peut définir à partir de combien de minutes se déclenche l'alarme. Elle peut se déclencher immédiatement dès que ça atteint le seuil ou au bout de seulement quelques minutes. Ça, c'est pour éviter d'avoir des alarmes trop intempestives dès qu'il y a un petit glitch. Et ensuite, on peut définir des contact points, c'est-à-dire vers quel canal l'alarme va être envoyée. Donc là, j'ai email par défaut. Donc je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout du test parce que je n'ai pas de serveur mail de configurer sur ma machine. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut définir plusieurs contact points différents. Si je fais Add Contact Point, j'ai toute une série de canaux que je peux configurer. Par exemple, j'ai du Discord, de l'email, Google Chat, etc., Slack. Donc, en fait, toutes ces alarmes-là, on peut les envoyer vers pas mal de canaux différents. Et ensuite, on peut aussi rajouter des labels. Ça va pouvoir servir à faire du tri. Et enfin, on peut rajouter du texte, des annotations, des descriptions. Ok, donc pour conclure, on a vu plusieurs avantages qu'on pouvait avoir à utiliser une base de données de type Time Series Database. Donc la première chose, c'est que on va pouvoir faire des requêtes optimisées avec une syntaxe assez optimisée qui est facile à écrire. Et aussi, ce genre de base de données va être optimisé pour tout ce qui est stockage et espace disque. Donc vous allez pouvoir limiter et contrôler l'espace que vont prendre vos données. Alors je rajouterai un petit bémol à tout ce que j'ai dit. Bien sûr, n'allez pas utiliser et mettre en place tout ce InfluxDB, si vous avez seulement 1000 données, 1000 mesures qui se battent en duel. Là, dans ce cas-là, vous pouvez vous contenter d'un PostgreSQL avec un peu de code derrière, ça fera très bien l'affaire. Par contre, si vous avez une source de données continue avec laquelle vous récoltez des millions, voire des milliards de données et que ça dure sur une certaine période, alors là oui, pensez à utiliser une Time Series Database. Vous allez gagner en optimisation de vos requêtes et surtout en espace de stockage. Et enfin, la dernière chose qu'on a vue, c'est que les Time Series Database comme Prometheus sont très utiles pour monitorer les systèmes, pour comprendre tout ce qui se passe dans votre infrastructure. On l'a vu avec le Node Explorer, le PostgreSQL Explorer, etc. Et même vous pouvez aussi implémenter vos propres métriques et surtout
vous pouvez définir et déclencher des alarmes, puisque l'alerting est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir être averti lorsqu'il y a un problème sur votre infrastructure. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à liker, à commenter, à poser des questions si vous en avez. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Et le contenu, juste pour info, de la prochaine vidéo portera sur la version 3.13 de Python, dans laquelle il y a en bêta la suppression du Global Interpreter Lock. Et on va voir en quoi ça va nous permettre de faire du vrai multithreading, ce qui n'était pas possible avant. Voilà, et je vous dis à bientôt.